Dans les récits mythologiques et littéraires à travers le monde, l'arrivée de l'aube est souvent synonyme d'espoir, de renouveau et de la fin des temps sombres. Mais que se passe-t-il lorsque cette prophétie est entrelacée avec un événement cataclysmique tel que le déluge ? Le déluge est une période de ténèbres et de chaos où l'humanité est confrontée à des épreuves dévastatrices. Cette connexion entre la prophétie de l'aube et le déluge représente un symbole puissant de l'espoir au milieu de l'adversité. Alors que les eaux tumultueuses du déluge se retirent, elles révèlent un paysage transformé, prêt à accueillir la lumière éclatante de l'aube naissante. Et la prophétie de l'aube, la prophétie du Dawn, est un des mystères non résolus de l'univers de One Piece, une prophétie ayant en son centre notre protagoniste, Monkey D. Luffy. Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo afin de parler de cet événement qui va changer à tout jamais le monde de One Piece, le déluge. En effet, c'est suite au dernier chapitre, le 1113, que nous apprenons que le monde va sombrer dans l'océan. Qu'en est-il réellement? Cette information va-t-elle s'avérer vraie ou y a-t-il un moyen de l'arrêter? Explorons les abysses des océans de One Piece et parcourons ensemble cet univers incroyable aux mystères non résolus. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. N'oublie pas d'activer la cloche d'or de Chandora et de t'abonner pour faire partie de l'aventure Logpause. Vous êtes plus nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés et c'est bien dommage. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le navire direction Laftel. Sur ce, commençons la vidéo. J'irai droit au but, ce monde va sombrer dans l'océan. Tels furent les mots de Vegapunk qui ont engendré un déferlement de théories, de hype et d'émotions aux lecteurs et fans de One Piece. Des mots qui ont un sens bien plus profond qu'il n'y paraît au premier abord, surtout lorsqu'on fait le lien entre ces paroles et plusieurs événements ou mystères non résolus de cet univers légendaire qu'est One Piece. Entre l'arche de Noah, Red Line, Zunisha, le pouvoir de Im-sama et bien d'autres, explorons et analysons chaque intrigue qui pourrait nous intéresser suite aux paroles de Vegapunk. Le déluge. Pour commencer, un peu de contexte. Il y a des millénaires, au cœur des légendes et des écrits anciens réside une histoire qui a captivé l'imagination de l'humanité depuis des siècles. C'est l'histoire du déluge et de l'arche de Noé, un récit biblique d'une ampleur et d'une portée extraordinaire. Selon les écrits, le monde était plongé dans la corruption et le chaos. Mais au milieu de cette obscurité émergeait Noé, un homme juste et droit choisi par Dieu pour accomplir une tâche monumentale. Noé reçut une instruction divine, construire une arche immense pour abriter sa famille et une paire de chaque créature vivante car un déluge allait bientôt balayer la terre, purifiant le monde du mal. Avec une foi inébranlable, Noé et sa famille entreprirent la construction de l'arche, suivant méticuleusement les instructions de Dieu. Pendant des années, ils travaillèrent sans relâche, malgré les moqueries et le scepticisme des autres. Enfin vint le jour où les animaux vinrent à Noé, deux par deux, guidés par un instinct mystérieux. L'arche devint un refuge pour toutes les créatures, grandes et petites, dans l'attente du déluge imminent. Et puis le déluge arriva, une tempête dévastatrice qui balaya la terre de ses eaux furieuses. Pendant 40 jours et 40 nuits, la pluie tomba sans relâche, submergeant tout sur son passage. Mais dans l'arche, Noé et les siens étaient en sécurité, protégés par la main de Dieu. Ils naviguèrent sur les eaux tumultueuses, attendant patiemment que la colère du ciel se calme. Enfin, les eaux commencèrent à se retirer et l'arche échoua sur les sommets des montagnes. Noah envoya alors une colombe pour rechercher des terres émergées et elle revint avec un rameau d'olivier, signe que la vie renaissait. Ainsi prit fin le déluge et Noé et les siens sortirent de l'arche pour peupler à nouveau la terre, porteurs de l'espoir d'un monde renouvelé. C'est ainsi que se termine l'histoire épique du déluge et de l'arche de Noé. Un récit de foi, de courage et de renouveau qui continue de résonner à travers les âges, mais aussi et surtout d'inspirer nos œuvres de l'imaginaire préféré. Dans l'univers de One Piece, une ère oubliée semble avoir été effacée par un cataclysme d'une ampleur inouïe. Les théories évoquent un premier déluge déclenché par une figure mystérieuse, Im-sama, qui aurait radicalement remodelé le monde connu pour en faire un monde sur lequel elle pouvait régner.
Selon cette théorie, l'ancien royaume, riche de sa grandeur, de son avancée technologique, de sa science et de sa sagesse, aurait été englouti par les flots déchaînés, effaçant ainsi toute trace de son existence de la surface de la Terre. Im-sama aurait orchestré cette purge non seulement pour éliminer le royaume et ses secrets, mais aussi pour insuffler un nouveau souffle à un monde en mutation. Les continents massifs auraient été submergés, donnant naissance à l'archipel morcelé que nous connaissons aujourd'hui dans l'univers de One Piece. Le bateau appelé Noah présente également un lien direct avec le récit du déluge et de l'arche de Noé. Noah est un immense navire antique découvert dans l'archipel des hommes-poissons et il est révélé par une ancienne arche construite il y a plusieurs siècles. Ce navire, tout comme l'arche de Noé, était destiné à sauver les habitants de l'île des hommes-poissons d'une catastrophe imminente. Un navire gigantesque capable de transporter toute la population de l'île jusqu'à la surface. Le parallèle avec l'arche de Noé est évident. Tout comme Noé a construit son arche pour sauver sa famille et les animaux du déluge, les anciens hommes-poissons ont construit Noah pour sauver leur peuple de la catastrophe imminente. Noah représente ainsi un symbole de salut et d'espoir dans l'univers de One Piece tout en rappelant le récit biblique du déluge et de l'arche de Noé. De plus, Neptune disait que le moment du serment venu, l'arche de Noah accomplira sa mission. Le jour du serment correspond au jour où Luffy libérera le peuple en détruisant Marie-Joase et Redline, ce qui causera la destruction de l'île des hommes-poissons, comme Shirley l'avait prédit. Les hommes-poissons remonteront à la surface mais auront besoin d'une protection car à autant de profondeur dans l'eau, ils ne pourront pas faire face à la pression sous-marine et survivre. L'île est entourée d'un revêtement spécial et est donc protégée. Mais quand Redline sera détruite, ce sera également le cas du revêtement entourant l'île. L'île elle-même succombera et sera détruite. Ainsi, les hommes-poissons auront besoin de l'arche de Noah pour remonter à la surface, ce qui leur permettra d'être enfin libérés du joug du gouvernement mondial. Avec la destruction de Redline, les mers et océans se réuniront et ne formeront plus qu'un All Blue. La fin de One Piece opposera donc Luffy et Im-sama. Le but de Luffy sera de détruire Marie-Joase et Redline, tandis que l'objectif de Im-sama sera d'amorcer le déluge. Mais qui atteindra son but en premier? Telle est la question. Même si nous n'avons pas de doute sur la victoire finale de notre protagoniste Monkey D. Luffy, cela ne signifie pas que le but de Im-sama ne sera pas atteint. En tout cas, en mettant en lumière cette connexion entre le déluge, l'arche de Noé et le bateau Noah dans One Piece, nous voyons comment l'auteur Eiichiro Oda s'inspire de récits, mythes et de légendes du monde réel pour enrichir son univers. Comme précisé, selon moi, un premier déluge avait été provoqué il y a 800 ans afin d'effacer toute trace de l'ancien royaume de l'histoire du siècle oublié. Ce déluge provoqué par Im-sama lui a non seulement permis d'éradiquer l'ancien royaume et ses habitants, mais également d'introduire un renouveau dans le monde. En effet, je pense que la topographie du monde était totalement différente il y a de cela plus de 800 ans. Le monde n'était pas peuplé d'îles comme c'est le cas actuellement, mais était recouvert de divers continents, prenant une place importante sur les mers et les océans. D'une certaine manière, nous pouvons imaginer que la topographie de l'univers de One Piece était, fut un temps, semblable à la topographie actuelle de notre monde. Cependant, le premier déluge a détruit une très grande partie des surfaces terrestres et a donné naissance à la forme actuelle du monde de One Piece tel qu'on la connaît, avec plusieurs îles indépendantes les unes des autres et des parcelles de terre séparées par les mers et océans. Nous pouvons supposer que ces îles ont su résister au déluge, soit de par leur altitude, soit grâce à des protections naturelles inconnues à ce jour, ou encore grâce à l'aide de personnes qui auraient pu empêcher les îles d'être englouties suivant un quelconque procédé. Et puis n'oublions pas que les règles qui régissent le monde de One Piece sont chaotiques. Deux îles proches peuvent avoir un climat complètement différent. Même les mers possèdent chacune leur propre spécificité, comme si quelque chose était arrivé déréglant l'état global du globe. Parmi les îles qui ont survécu à l'ancien déluge, si celui-ci a bien eu lieu, on retrouve sans surprise Wano Kuni, qui est un pays qui a été construit en hauteur, ce qui lui a permis de ne pas être totalement atteint lors d'un premier déluge il y a 800 ans et qui lui permettra également de survivre au prochain déluge s'il a bel et bien lieu. Toutefois, nous avons pu constater au chapitre 1055 qu'une grande partie de l'île était sous l'eau, confirmant potentiellement notre théorie.
Il en va de même pour Zo, un pays se trouvant sur le dos de Zunisha, un éléphant géant dépassant les 35 km de hauteur. Il va de soi que même si le niveau de l'eau monte suite à un potentiel déluge, jamais Zunisha ne sera entièrement englouti par les océans. Et justement, en parlant d'îles qui peuvent éviter un déluge, il va de soi que l'île la mieux placée est Marie-Joase, comme par hasard. Marie-Joase et Redline. En effet, si les Tenryubito se sont installés sur Marie-Joase, ce n'est pas pour rien. Im-sama a déjà tout planifié en avance et a déjà toutes les cartes en main. Si elle a choisi Marie-Joase, une île se trouvant au sommet de Redline, c'est car elle savait qu'un déluge aurait lieu tôt ou tard et qu'il fallait donc permettre aux dragons célestes d'avoir un abri sécurisé et inatteignable par les eaux. Nous savons que Redline a une profondeur de 10 000 mètres sous l'eau. Cependant, nous ne savons pas à quelle altitude elle se trouve. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est assez haute pour éviter les montées d'eau vu que le sommet n'est pas visible depuis les mers. Par ailleurs, Marie-Joase est réputée pour être considérée comme le sommet du monde, donc nous pouvons nous demander si Redline a une altitude supérieure à la hauteur de Zunisha ou non. On peut même partir plus loin et trouver d'autres éléments suspects en rapport avec les dragons célestes connus sous le nom de Tenryubito qui occupent une position de pouvoir et de privilège absolu. Leur statut élevé est symbolisé non par leur autorité, mais aussi par leur apparence distincte. Parmi les traits les plus remarquables des dragons célestes se trouve le fait qu'ils portent un scaphandre sur leur tête. Ce scaphandre sert non seulement à les distinguer visuellement des autres personnages, mais il joue également un rôle fonctionnel crucial. En effet, ce scaphandre serait conçu pour permettre aux dragons célestes de survivre à un éventuel déluge. Non seulement il leur permet d'éviter de respirer le même air que les êtres inférieurs, mais il leur permettrait également de respirer sous l'eau en cas de nécessité. Survivre au déluge. Revenons maintenant aux îles qui pourraient survivre au déluge en plus de Marie-Joase, Wano Kuni et Zo. En effet, il y a sûrement d'autres endroits qui seront potentiellement capables d'éviter la catastrophe du déluge. Nous avons bien entendu les îles célestes qui seront intouchables lors de cette catastrophe. Les îles se trouvant en hauteur comme Wano Kuni, mais également des îles comme Water 7 qui seront parées pour éviter le chaos. C'est dans le chapitre 431 de One Piece qu'Iceberg exprime à Franky son désir de faire flotter Water 7. Une comparaison intéressante est faite sur la sphère avec Thriller Bark, l'île flottante. Selon la théorie, une île peut flotter si elle est maintenue en hauteur par un iceberg. Les icebergs peuvent atteindre des tailles immenses, le plus grand faisant 11 000 km² de largeur et ils peuvent supporter jusqu'à des millions de tonnes de poids. Thriller Bark est une île flottante artificielle originaire de West Blue comme Brook l'a déclaré au chapitre 443 lors d'une conversation avec Nami. Franky, quant à lui, nous informe dans le chapitre 480 qu'un canon à air réfrigérant est situé à Thriller Bark. Il exprime que ce canon est utilisé pour geler l'eau sous l'île, maintenant ainsi un gigantesque iceberg artificiel qui confère à l'île sa flottabilité. De son côté, Iceberg a également exprimé son souhait de créer une gigantesque île flottante artificielle dans l'arc post-Enies Lobby qui précède Thriller Bark, ou du moins il a évoqué son souhait de faire de Water 7 un navire. Cette aspiration d'Iceberg est probablement motivée par la menace croissante de la montée du niveau de l'eau et l'idée de maintenir l'île en hauteur comme moyen de la préserver. Cela fait écho à l'exemple de Longring Longlang Island, où les parties plates de l'île ont été submergées, entraînant la séparation de l'île en 10 petits îlots. Les parties de l'île en hauteur ont été épargnées de l'engloutissement par l'océan, illustrant ainsi la nécessité de faire flotter une île pour la protéger de la montée des eaux, comme expliqué par Tonji dans le chapitre 305. Et le point intéressant dans cette théorie est la méthode utilisée pour y arriver, soit l'usage d'un iceberg. Le nom choisi par Oda pour son personnage, Iceberg, ne serait donc pas anodin. Mais ce n'est pas tout. Hormis Water 7, nous pouvons supposer que d'autres îles vont pouvoir échapper au déluge, et ce, grâce à un revêtement d'une bulle d'air. On peut penser par exemple à Amazon Lily qui devra être protégée en cas de danger. Et un point intéressant à noter est justement le fait que Rayleigh se soit spécialisé dans le recouvrement des navires. Il en a fait une occupation partielle, mais est-ce là une coïncidence ou une préméditation de sa part ? Comme les îles en hauteur, le revêtement occupera une place importante dans l'œuvre si un déluge a lieu. Il permettra à de nombreux navires ou îles de pouvoir survivre face au déchaînement des mers et de se protéger contre l'inondation. Je ne pense donc pas que Rayleigh se soit formé dans le revêtement des navires par pur hasard.
En effet, si nous remontons au chapitre 603, nous avons eu droit à un flashback de la rencontre entre Rayleigh et Roger. Dans ce flashback, Roger demanda à Rayleigh s'il était prêt à retourner le monde, à le mettre sans dessus-dessous. Barbe Blanche disait exactement la même chose au chapitre 576, juste avant de mourir. Il disait que lorsque la guerre éclatera et que quelqu'un se hissera au sommet, le monde sera retourné, renversé, que la bataille engloutira le monde. Et ces paroles pouvaient être prises au sens figuré, mais maintenant je me demande si on ne devrait pas les comprendre au sens propre. Le monde finira renversé, retourné, car oui, la terre ne siégera plus sur les mers, mais en dessous. S'agit-il d'une prophétie dont étaient au courant Roger, Barbe Blanche et Rayleigh? Potentiellement, cela expliquerait pourquoi Rayleigh a décidé de se former au revêtement, souhaitant venir en aide aux gens au moment voulu. Im-sama, l'antagoniste ultime. Pour finir, toutes ces analyses et explorations nous ont permis de confirmer une seule chose, c'est le pouvoir que possède Im-sama. Un pouvoir qui pourrait remettre tout en cause dans cet univers qu'est One Piece. Un pouvoir qui lui a permis de se hisser au sommet du monde et de se cacher dans les profondeurs des ténèbres tout en manipulant ceux autour d'elle, et ce, en plus de détenir le moteur flamme qui a fait augmenter le niveau de l'eau d'1 kilomètre. À mes yeux, il s'agit là d'un antagoniste ultime dont les capacités dépassent l'entendement. Un personnage capable d'amorcer un déluge si l'envie lui prend pour effacer et réécrire l'histoire à sa guise, démontrant ainsi une influence et une puissance inégalées. Pour ma part, il va de soi que ces paroles de Vegapunk nous ont démontré que peu importe la nature et l'origine de son pouvoir, Im-sama a bien des capacités liées à l'eau, sans quoi le déluge ne serait pas possible. Son pouvoir mystérieux et sa capacité à agir dans l'ombre soulèvent des questions sur son origine, ses motivations et son rôle dans le vaste récit de One Piece. Face à un tel adversaire, les protagonistes seront confrontés à un défi sans précédent, les obligeant à repousser les limites de leurs propres capacités et à remettre en question leurs convictions les plus profondes. La confrontation finale avec Im-sama promet d'être incroyable et potentiellement cataclysmique, posant la question cruciale: qui triomphera dans ce duel entre les forces de la lumière et de l'ombre? Et quel sera le prix à payer pour la victoire? Luffy, héritier de la volonté de Nika, le guerrier libérateur, sera-t-il capable d'arrêter le déluge ou alors ce dernier aura-t-il bien lieu? Et surtout, quels sont les pouvoirs permettant à Im-sama de provoquer un tel chaos, une telle catastrophe? Rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle nous explorerons les pouvoirs de Im-sama, la déesse de la lune. Voilà les voyageurs, nous arrivons à la fin de la première partie de la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est assez longue donc j'ai préféré couper la vidéo en 2 parties pour ne pas vous perdre en cours de route. En tout cas, j'ai adoré explorer cette partie de l'univers de One Piece en votre compagnie et j'espère que c'est réciproque et que vous serez au prochain rendez-vous pour la deuxième partie de la vidéo qui se concentrera plus sur Im-sama et ses pouvoirs. Nous allons également tenter de répondre à la question suivante: y aura-t-il réellement un déluge ou non? On va explorer toutes les possibilités et je vous donnerai bien évidemment mon avis sur la question. Quant à vous, justement, n'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. J'essaie de lire et de répondre à tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.